Pourquoi j'ai dit qu'on allait parler de politique? Parce que c'est ce petit sujet là qui tourne chez nous depuis ce matin et possiblement Christine Lagarde qui ne devrait pas aller au bout de son mandat à la BCE. C'est très intéressant déjà politiquement, mais ça va avoir forcément des conséquences sur le secteur. Christine Lagarde, on pense à elle et on pense surtout à son agenda, sur l'euro numérique. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, Raphaël, sur le secteur ? Alors sur le secteur des cryptoactifs en tant que tel, pas forcément beaucoup d'impact parce qu'on a aussi tendance à parfois surestimer l'impact que les banques centrales ont sur le secteur. Donc d'un point de vue micro, le secteur va continuer d'évoluer. C'est sûr qu'après sur des grandes questions comme potentiellement des orientations en termes de réglementation ou aussi la classification de certains actifs, on pense au débat qu'il y a eu précédemment sur le Bitcoin, on sait ce qui va arriver côté finances décentralisées. Donc la BCE ne peut pas réguler ce type de secteur. Par contre, elle peut effectivement donner son point de vue, ce qui a un impact sur les élus, les politiques qui font la loi. Je pense que le principal impact, si effectivement Christine Lagarde doit terminer son mandat de manière précipitée, c'est potentiellement sur l'euro numérique, parce qu'on en a déjà abondamment parlé. Maintenant, c'est du côté du Parlement, mais comme vous le savez, ça fait vraiment partie des projets qu'elle soutient très fortement. Il y a une petite équipe resserrée autour de l'euro numérique à la BCE, et il est sûr que si on devait changer de présidente ou de président de la BCE, ça pourrait avoir un impact, parce que du côté du Parlement, de la Commission, prendrait peut-être pas le sujet de la même manière. Antoine, votre avis sur la question? Je ne sais pas si elle va partir, mais si elle part, son héritage sera catastrophique au final. Je vous le dis de façon crue, mais de l'hyperinflation, de l'impression monétaire massive, 4200 milliards d'euros injectés dans le système, pouvoir d'achat qui a dégringolé. Il y a eu des crises aussi, s'il y a eu tout cet argent dans le système. Il y a des excuses, mais il n'y en a pas en fait. Elle doit réguler l'inflation et l'inflation est partie à la verticale. Mais bon, c'est grâce à des gens comme elle qu'on a Bitcoin qui existe et cette émission qui existe, donc c'est le positif. Mais grosso modo, très négatif son bilan. Hubert, je reviens sur ce dossier de l'euro numérique. Est-ce qu'il va vivre, est-ce qu'il va s'envoler de ses propres ailes, même si Christine Lagarde ne va pas au bout de son mandat? Est-ce que le calendrier est arrêté? Est-ce que ça va changer quelque chose sur ce dossier-là? Ça peut le changer dans la mise en œuvre. Et c'est là où je rejoins ce que dit Raphaël, c'est-à-dire que le coup il est parti, mais on peut le rattraper, si je peux me prendre cette image. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un projet qui était très soutenu par Christine Lagarde, avec ses équipes resserrées, avec finalement dans des conseils des ministres des gens qui n'osaient pas trop aller à l'encontre de ce que disait la BCE. Donc le coup il est parti, mais rappelons-nous que celui qui va appuyer sur le bouton opérationnel, c'est la BCE. Donc en fait, on peut avoir un scénario où tout est en place, les règlements européens sont adoptés, on peut pouvoir dire l'euro numérique est prêt, et puis on n'appuie pas sur le bouton. Pourquoi on n'appuierait pas sur le bouton? Parce que celui ou celle qui le remplacera aura peut-être une vision légèrement différente, mais pas trop, mais surtout une vision par rapport au secteur privé. On a déjà parlé ici, c'est dire que Wero et autres peuvent-ils faire d'ici 2027-2029? Est-ce qu'ils vont répondre positivement à la question de la souveraineté et laisser plus de temps au secteur privé pour voir s'il permet de répondre à la question de la souveraineté plutôt que de lancer en compétition un euro numérique face au secteur privé? On aura évidemment une émission spécifique qui existerait, Hubert, sur cette question stablecoin versus euro numérique. Ce sera au mois de mars sur ce plateau. Hubert, je vous garde. Vous vouliez nous parler des marchés prédictifs type Polymarket. Alors, je ne sais pas si les auditeurs connaissent bien. Oui, si je regarde par les volumes, parce qu'il y a quand même plus de 3 milliards de dollars chaque semaine qui sont, alors j'emploie un mot fort, pariés sur ces marchés. On les appelle marchés prédictifs, marchés de prédiction, predictive market en bon franglais. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est une façon moderne alors je le prends dans le sens courant, de parier sur un événement, sur une chose, que ce soit un pari sportif, une élection présidentielle, la couleur des cheveux de Sandra la semaine prochaine. Tout est possible. Et donc, ce qui est nouveau, c'est qu'on parie en utilisant des crypto-monnaies via un smart contract et via des oracles.
En fait, c'est un monde qui est complètement dans le monde dont on parle, puisque quel que soit le pari que vous voulez prendre, et je donnerai 2 exemples mauvais pour la réputation que sont est-ce que Zelensky a un costume et quel est le nom du prix Nobel de la paix, qui ont 2 exemples qui ont taché un petit peu ce marché, mais fondamentalement, donc vous avez une cote, comme un pari normal, vous achetez en crypto des parts, des shares sur la cote. La cote, elle suit son cours en fonction de l'offre et la demande. Et si ce que vous avez parié et se révèle finalement être le résultat, automatiquement, le smart contract va vous verser la somme. Et selon l'événement, par exemple, qui est le président des États-Unis en 2024, c'était un cas, c'était très simple. L'oracle allait vérifier quel était sur Internet le nom du président, et automatiquement, l'oracle déclenchait ensuite un smart contract qui répartissait les gains entre les acteurs. Ça, c'est bien, c'est pour le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on s'aperçoit que ces oracles, quand l'événement n'est pas blanc-noir, c'est un peu plus compliqué, notamment Zelensky avec son costume. Est-ce qu'il avait un costume? C'était un pari. Et en fait, il y a un oracle qui a dit d'abord oui, et en fait, ça a été revu comme étant non. Et pourquoi? Parce que Polymarket, on lui a fait beaucoup de reproches sur la manière dont son oracle fonctionnait. Et donc, sur des questions de gouvernance, quelque chose qu'on voit dans le monde des cryptos, de dire finalement, les big whales, les gros porteurs, peuvent influencer le vote. Et puis, on a la même chose pour le prix Nobel de la paix, où il y a une fuite qui est arrivée de manière absolument, une fuite, j'en sais rien, mais en tout cas, des paris très importants sur le gagnant du prix Nobel de la paix. Ça n'empêche. Polymarket a fait rentrer ICE, qui détient quand même Nasdaq, pour 2 milliards, avec une valorisation autour de 8 à 10 milliards. Et puis il y a un deuxième acteur, Kelly qui est aussi valorisé à une dizaine de milliards. Et donc, ça veut dire que c'est aujourd'hui des marchés qui sont d'une certaine maturité, au point qu'aux États-Unis, tout comme en Europe qui était interdit parce qu'on considérait que c'était des jeux, en fait, les régulateurs américains, pour toute autre raison qu'on ne va pas, a changé d'avis et maintenant c'est autorisé. Alors qu'en France, ça reste interdit. L'ANJ, l'autorité nationale sur les jeux, a interdit à Polymarket, enfin elle a coupé l'accès du marché français, et pas que, les Portugais, les Allemands, les Anglais, enfin la plupart des pays européens ont requalifié ça comme un jeu. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une nouvelle fois les États-Unis qui se disent il y a un nouveau marché, on y va. Et puis c'est quand même très lié au monde des registres distribués de la blockchain. Et sur ces questions-là, on a une vision un peu ancienne par rapport. Bien sûr qu'il faut protéger les acteurs, mais c'est interdit et c'est du pénal. Raphaël. Non, ce qui est très intéressant, c'est pour ça qu'on suit beaucoup les marchés prédictifs, c'est que le pari, c'est de dire il y a beaucoup d'informations et en fait vous faites le tri dans l'information en obligeant les gens à mettre de l'argent sur en fait des informations, et donc ça a une influence. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que en fait les gens qui sont dans le marché vont mettre 50 € pour un oui ou pour un non, donc sur une information, et en fait on pense que via l'argent on est capable d'arriver effectivement à la révélation de la bonne information. Donc après, il y a des choses qui sont très sérieuses, d'autres qui sont beaucoup plus anecdotiques. Je pense, et c'est peut-être la limite de ce système, c'est que c'est basé, c'est pour ça que la SEC et qu'effectivement on avait révélé l'information en France et dans d'autres pays d'Europe, c'est interdit. Vous avez aussi de gros risques d'insider trading avec des gens qui effectivement bénéficient d'informations privilégiées et vont influencer le marché. Donc ça, c'est la seule limite. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution à ce système. Antoine? Non, pas trop de commentaires. J'avais regardé Polymarket surtout lors des élections américaines quand Trump était favori. Et je crois qu'il y avait un gros investisseur ou gros acteur qui essayait de pousser pour le faire passer en premier pour un petit peu concurrencer les sondages aux États-Unis qui donnaient Trump perdant. Et bon, je le vois un petit peu comme un gadget, moi, de mon... Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais en même temps, je suis d'accord, mais en même temps, c'est aujourd'hui ce qu'il y a de plus fiable. C'est-à-dire que vu que vous demandez aux gens d'engager de l'argent, après, ça ne sera pas fiable à 100%. Mais il y a forcément ce biais, c'est-à-dire que les gens vont potentiellement sur des sondages ou des paris. S'ils n'engagent pas d'argent, à la limite, ils se posent moins de questions et donc on étudie moins profondément la question. Quand vous mettez de l'argent et vous pouvez en gagner,
c'est le pari des gens qui soutiennent ce système, c'est de se dire que l'argent est effectivement un engagement, un collatéral qui fait que les gens vont dire ce qu'ils pensent et qu'on va aller vers la vérité sur ce type d'information. Ils disent réellement ce qu'ils pensent, justement. Exactement. Ouais. Alors que dans un sondage, on ne dit pas forcément ce qu'on pense. Ouais. Il y a d'autres biais. Peut-être que ça a aussi du succès parce qu'on manque de vérité dans ce monde. Oui. Et par exemple, du côté des sondages qui se trompent toujours lors des élections présidentielles, là, on voit que c'est un mini-marché qui donne son opinion. Et effectivement, Polymarket avait les premiers annoncé que Trump allait s'imposer. Deuxième sujet, Hubert, le blocage au Sénat du Clarity Act. La suite. Alors, c'est un texte au départ qui est un texte bipartisan. Donc pour qu'il soit bipartisan, il faut qu'il soit adopté de manière bipartisane et pas uniquement à une voix près. Donc la Chambre des représentants l'a adopté, ça arrive devant le Sénat et là ça bloque. Ça bloque pour tout un tas de raisons. Il y a des sénateurs démocrates qui veulent rajouter des éléments sur les conflits d'intérêts, donc par rapport à ce qui se passe autour de l'administration Trump. Mais le vrai sujet, il n'est pas là. Il est sur les rendements, les rémunérations des stablecoins. On dit, mais il n'y a pas de rapport entre ce texte et le Genius Act. C'est les banquiers qui ne sont pas contents. Et en fait, les banquiers américains, tout ce qui est l'association bancaire américaine a fait un commentaire comme quoi il y aurait une fuite des dépôts. Donc, même sujet un peu que chez nous, de ce point de vue-là. Et donc, il y a une bataille au Sénat entre, d'un côté, les banquiers américains qui estiment qu'ils vont perdre des dépôts et donc ils ne pourront plus financer l'économie, même argument qu'on invoque ici, et de l'autre, les acteurs de crypto disent non, il n'y a pas d'impact, en tous les cas, il n'y a pas d'impact qui soit absolument certain, donc donnons-nous une période de 2 ans, et au bout de 2 ans, on vérifie, et dans la tentative de consensus, on ne va permettre de la rémunération que pour certains types d'activités, le trading, mais pas pour ceux qui détiennent et qui gardent leur stablecoin et qui en feraient un compte rémunéré finalement. Donc, on voit qu'il y a cette bataille avec des discussions qui vont jusque dans la Maison-Blanche pour essayer de réconcilier l'inconciliable entre les banquiers et les nouveaux acteurs. Ils n'y sont pas encore arrivés. Je pense qu'ils vont y arriver et que le compromis proposé par les acteurs, notamment via Digital Chambers, qui est finalement l'association représentative des acteurs en matière de crypto, va être un petit peu modifié, mais c'est une bonne porte de sortie pour les banquiers en disant on attend 2 ans, on ne rémunère pas tous les stablecoins, on rémunère que sur la partie trading et on regarde ce qui se passe au bout de 2 ans. Mais c'est un vrai enjeu. Avec un calendrier donc de 2 ans. Avec un calendrier de 2 ans. On sera en campagne américaine, mais effectivement, c'est à suivre. Ça dossier à suivre. Je suis désolée, je vous pousse, mais vous êtes bavard. Alors il y a plein de sujets à aborder sur cette question. Raphaël Bloch, on a la chance de vous avoir physiquement aujourd'hui sur le plateau. Ouais. Parce que vous êtes partout. Quoi, c'est un virtuel en Europe, habituellement en duplex, Londres la dernière fois. Je reste en Europe là, ça va. Ouais, c'est vrai. On parle de plus en plus des actifs numériques dans les banques, dans les entreprises. Ethereum, Solana et Canton Network. Oui. C'est quoi ? Alors effectivement, certaines personnes qui suivent ces sujets au quotidien ont déjà entendu parler donc, de Canton Network. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez mentionné Ethereum, Solana. Bon, on connaît, il y a les très grandes blockchains publiques. À l'autre bout du spectre, vous avez ce qu'on appelle les blockchains privées. Je m'adresse notamment à ceux qui étaient là il y a 8, 9, 10 ans. À l'époque, les entreprises qui voulaient commencer à justement se lancer sur ces sujets passaient par des blockchains uniquement privées. Quand je dis privées, c'est-à-dire il fallait être autorisé pour rentrer dans le réseau, tout était contrôlé et on travaillait en chambre close. Le plus connu dans les consortiums, c'était R3 Corda. Beaucoup de banques étaient dans ce consortium. Et ce qui est intéressant avec Canton Network, c'est qu'on est aujourd'hui en fait à mi-chemin entre une blockchain totalement privée et une blockchain totalement publique. Et en fait, on vient de publier là une interview avec le directeur de la stratégie Digital Asset, l'entreprise qui gère Canton Network. Et effectivement, ce qu'il nous dit, c'est qu'aujourd'hui, notamment donc, toutes les banques qui sont membres du réseau Canton ont besoin d'un système qui est interopérable, mais ont aussi besoin de pouvoir s'assurer que tout le monde n'a pas accès à ce qui est fait sur leur réseau. Et donc, ils ont inventé quelque chose qui était très malin, c'est qu'en fait, ils ont d'abord créé des réseaux pour chaque banque, et là, aujourd'hui, ils sont capables de les relier entre eux. Donc en fait, au lieu d'avoir ce qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire vous avez une blockchain, ce qu'on appelle Layer 1, une blockchain assez massive,
sur laquelle vous construisez des services. Là, ils ont fait l'inverse. Ils sont allés voir en fait tous les membres en disant voilà, on vous crée une blockchain un peu spécifique et on va donc à une forme de layer 2, un sous-domaine, et on va construire après effectivement le domaine principal qui va permettre de communiquer. Ce qu'il faut admettre, c'est qu'aujourd'hui, c'est un succès. C'est d'autant plus un succès qu'ils ont... Alors, c'est compliqué, mais sur les tokenomics, c'est-à-dire qu'il y a en plus un token, évidemment, pour la blockchain principale, et ils ont plutôt bien géré le lancement du token qui permet donc entre les membres aussi de faire fonctionner cette blockchain, d'opérer les transactions. Alors bon, c'est aussi des informations qu'on récolte assez régulièrement, on en parlait avant plateau. C'est vrai que ça fait 3 semaines que c'est compliqué sur les marchés. Ouais. Vous avez le token Canton qui résiste plutôt bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi justement une pression de la société qui gère la blockchain sur ses membres en disant voilà, vous ne vendez pas ce token, ce qui permet de maintenir un prix, voire un prix qui augmente parce que vous avez davantage d'utilisateurs qui arrivent. Pourquoi les entreprises s'y intéressent et surtout, est-ce qu'elles pourraient dépasser les autres blockchains finalement ? Alors, très sincèrement, on a quand même pas mal creusé le sujet. Là, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, Canton est une excellente évolution de ce qui s'est fait ces 10 années précédentes. Mais clairement, au même titre qu'on avait les intranets et Internet il y a 25 ans, la fin du jeu, j'allais dire, c'est quand même d'aller vers des blockchains totalement publiques. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, et vous le savez très bien sur ce plateau, il manque encore des briques, que ce soit sur la privacy, sur la compliance, ou parfois des systèmes qui ne marchent pas très bien, sur les réseaux totalement publics. Et donc, Canton est une excellente blockchain pour franchir un palier par rapport à ce qui se faisait il y a 5-10 ans, mais qui n'arrivera pas, après c'est une conviction qu'on a chez The Big Well, forcément à dépasser des blockchains publiques comme Ethereum et Solana. Antoine, votre avis ? Canton, je l'ai analysé. Vous savez, Sandra, que moi je suis un homme de prix, un homme de technique. Moi je suis de ce prisme-là. Et j'ai étudié cette crypto, ce token, qui est très résilient, comme tu le disais, Raphaël. Qui n'a baissé que de 20% depuis octobre, alors que Bitcoin, lui, a déroulé de 50%. On va y revenir. Actuellement à 0,166. Si elle tient à 0,138, elle pourrait s'orienter vers 0,205, voire 0,217 des cibles institutionnelles. D'accord, donc dans le même sens. On va surveiller ça, évidemment. Vous viendrez nous en reparler. Il y a un petit événement aussi qui s'organise, dont on commence à parler, Raphaël Bloch. Oui, alors effectivement, on avait nos petits déjeuners ce matin, donc on l'a annoncé à tous les gens qui étaient présents. Effectivement, là, après un peu plus de 3 ans, on a décidé d'organiser notre propre summit. Vous le savez, il y a énormément de conférences crypto. Donc on organise la nôtre, sauf qu'elle a plusieurs spécificités. On sera 300, ce sera en fin d'année. Et notre objectif, c'est de réunir les Digital Asset Leaders. Je m'explique, les Digital Asset Leaders, en fait, ce sont tous ces gens qui, dans les entreprises non crypto-natives, donc je pense aux banques, asset managers, corporate, toute catégorie, qui portent la stratégie digital asset. On a fait le constat que dans les conférences crypto, il y a beaucoup de gens, on mélange tout le monde, ce qui est très bien, mais il n'y a pas de conférence où finalement les gens qui sont l'avenir de ce secteur dans les grandes entreprises, parce que c'est eux qui portent cette stratégie, ils n'ont pas une conférence qui leur est dédiée, donc ce sera sur invitation. On a encore, on ne sait pas si on fera ça à Genève ou à Londres, voilà, on étudie plusieurs villes, on va l'annoncer très rapidement. Mais voilà, l'objectif c'est de réunir tout ce monde et sur 2 jours d'être capable en fait de faire émerger des standards, des bonnes pratiques, de permettre à tous ces digital asset leaders qui viendront pas simplement d'Europe, mais aussi d'Asie et d'Amérique, de pouvoir échanger, de comprendre quels sont les points bloquants. Donc on travaille dessus et on va assez rapidement pouvoir permettre aux digital asset leaders de candidater et d'être potentiellement acceptés. À la fin de l'année, donc, on en reparlera évidemment. Exactement. Raphaël, Antoine, je le regarde depuis tout à l'heure, ce cours, 67 104 $. Mais ça baisse depuis qu'on a commencé l'émission, ça baisse encore. Ce Bitcoin, c'est stable malgré tout depuis quelques jours, c'est juste en dessous des 70 000. Mais comment vous allez analyser cette trajectoire depuis le mois d'octobre ? Alors, nous, on s'était vu, Sandra, c'était en août la dernière fois que j'étais venu vous voir. Et Bitcoin se comportait très bien, il s'orientait vers la cible institutionnelle des 136 000 $, que je répète comme un perroquet depuis 2 ou 3 ans. Et malheureusement, il a atteint une cible intermédiaire à 124 000 et ça a suffi pour faire descendre les prix. Et on a évité cette cible à 136 000 $. C'était au mois d'octobre et c'est pas commun que Bitcoin fasse ses pivots au mois d'octobre. Le mois d'octobre est généralement positif pour Bitcoin, 27% de performance en saisonnier. Et c'est pour ça qu'on l'appelle October aux États-Unis. Alors,
On en avait parlé, Bitcoin pivote généralement durant les mois de novembre, décembre et janvier. C'est la première fois qu'il le fait en octobre. Et stat très très intéressante, écoutez bien, dans ces marchés haussiers, en général, Bitcoin monte de 1000 jours en moyenne, puis baisse de 85% en moyenne pendant un an minimum. Actuellement, donc, on est monté de pendant 994 jours. Oui. On est descendu de 50% et cela dure depuis 136 jours. Ça laisse à penser qu'il y a encore de la marge à la baisse et surtout en termes de temporalité que ça pourrait durer jusqu'à l'automne prochain. Autre stat très intéressante, écoutez bien, l'amplitude d'un marché baissier dans Bitcoin représente très souvent 78,6% du marché baissier précédent. C'est un nombre de Fibonacci clé. Et c'est une statistique qui revient souvent. Alors, tout ça pour vous dire, où est-ce que moi, je m'attends à ce que les prix aillent. Oui. Il y a un énorme support situé entre 44 000 $ et 35 000 $. C'est là où les algo-traders, les algo-investisseurs qui représentent 90% des transactions dans les contrats à terme vont acheter massivement. Peut-être qu'on va mécher le niveau des 39 000 $, mais c'est vraiment les zones que moi je vais rechercher. Et puis, pour clôturer, sachez qu'en général, Bitcoin part en amont des indices, en amont des actifs risqués en général, et peut-être que ça sous-entend que le Nasdaq va suivre à un moment donné à la baisse. Et saisonnièrement, en février, c'est généralement le cas. On regarde la courbe à 3 ans, là. C'était le niveau qui avait été atteint, vous le voyez, en février 2023. C'est intéressant ce que vous dites. Raphaël, un commentaire ? Oui, alors effectivement, bon, sur tout ce qui est analyse prix-marché, c'est vrai que ce n'est pas ce sur quoi on travaille le plus. En revanche, ce qui m'intéresse, au-delà de l'analyse qui est très intéressante, c'est qu'on observe depuis maintenant plusieurs mois une forme de décorrélation entre l'évolution du prix et l'intérêt des entreprises. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on constate, qu'on considère comme étant positif, parce qu'on a passé plusieurs années avec une industrie, et je parle même des entreprises, qui étaient vraiment focalisées le nez sur le prix des cryptoactifs, notamment du Bitcoin. Donc quand ça montait, il y avait un intérêt, on investissait. Dès que ça baissait, on sentait une forme et qui était normale, mais de frilosité, et on réduisait beaucoup la voilure. Aujourd'hui, en tout cas, on le constate avec vraiment les grandes entreprises, les banques asset managers, vous avez une tendance de fond qui se traduit par plus d'actifs tokenisés. Les encours sur les fonds monétaires continuent d'augmenter. Tout ce qui se passe en finance décentralisée continue également d'augmenter et provient non pas du marché retail, mais plus des grands instituts qui, en Asie, en Europe ou en Amérique, ont compris que le Bitcoin soit à 60 000, 70 000 ou 90 000 $, ce qui se joue, ce sont les 5-10 prochaines années, donc il faut être là. On a compris que c'était du long terme, quoi. Ouais. C'est ça, Antoine. Oui, totalement d'accord. Et il va y avoir beaucoup de narratifs, en fait, durant cette baisse. Alors, on en a mentionné un tout à l'heure. Ça a déjà commencé. Oui, Ouais. avec le Bitcoin Act, avec le Bitcoin Clarity Act, la régulation, les flux d'ETF. Il y a beaucoup de nouvelles qui vont venir un petit peu coller des prétextes sur le prix. La guerre commerciale de Trump. On va nous faire croire que depuis le 10 octobre, en décembre, c'est tout la faute de Trump, en fait. Pas du tout. Mais c'est des prétextes, des étiquettes. Il va falloir aussi surveiller ce que fait MicroStrategy, parce qu'à un moment donné, si le prix du Bitcoin descend aux alentours des 35 000, ils vont se retrouver assez mal. Ils ont quand même de la marge là-dessus. Enfin, évidemment, ce serait un scénario très compliqué pour eux, mais il y a quand même une vraie capacité à gérer sur les 5 prochaines années. Même avec un Bitcoin à 15 000, il pourrait un petit peu tenir. Après, c'est pas... J'ai vu aussi. Ouais. Voilà. Par contre, juste un tout petit point. Si jamais on descendait en dessous de 35 000 $ dans Bitcoin, on entre dans un nouveau monde. C'est-à-dire que là, ça plaisanterait vraiment pas. Hubert ? Moi, je suis encore plus perdu. Moi, j'ai un passé de trader en plus de mon passé, de mon activité d'avocat. Et donc, tout ce qui était analyse de chartiste et prix, c'est vrai que c'était quelque chose que j'utilisais beaucoup. Mais moi, je l'avais toujours pensé, et là, je reconnais que je me suis complètement trompé, qu'il y avait une corrélation, ou qu'il devrait y avoir une corrélation entre le prix du Bitcoin et son utilisation. Donc, c'est-à-dire que la valeur du Bitcoin dépendait de son usage, et que le prix était notamment un reflet de son usage futur. Et ce que dit Raphaël est intéressant, c'est-à-dire que finalement, on a cette déconnexion entre le prix et l'utilisation.
Alors, pas forcément sur le Bitcoin, mais sur les autres cryptos. Oui. Et donc, finalement, dire que le prix du Bitcoin, on ne sait toujours pas comment on le valorise, puisque c'est une grande volatilité, mais ce n'est pas l'utilisation. Antoine, dernier mot. Dernier mot, attention au dollar. Si le dollar se réveille, ça pourrait dérouiller encore plus, parce que le dollar est fortement descendu toute l'année dernière. Et s'il se réveille, le dollar, ça pourrait saigner sur les cryptos. On n'a pas fini d'en parler en 2026, on aura plein de sujets. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission. Raphaël Bloch, cofondateur et CEO de Big Whale, Hubert de Vauplane, partenaire chez Morgan Lewis, Antoine Andréani, directeur de recherche chez XTB France. Merci à tous les trois. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.